les impacts sur les secteurs du bâtiment, selon vous? Globalement, le bâtiment a fait le job. Les entreprises sont toujours là parce qu'on constate qu'il y a très peu de défaillances d'entreprises pendant cette période. Le niveau de défaillance est historiquement bas et on est heureux de constater qu'à fin août, l'ensemble des emplois que le BTP avait, direct en CDI ou en CDD, sont toujours présents dans nos entreprises. Donc il n'y a pas eu de baisse d'emplois dans le bâtiment entre le 31/12/2019 et le 31 août 2020. L'appareil productif a été préservé, est prêt pour une relance active, bien entendu, dès lors que cette relance ne tarde pas trop. Thibault Bazin, quelle réalité concrète sur l'activité et sur l'emploi dans ce secteur? Alors, les indicateurs avant la crise du Covid-19 étaient très inquiétants. Et en fait, la crise du logement, elle couvait. Et je crois qu'il faut faire attention au trompe-l'œil. Le bâtiment avait globalement des carnets de commandes satisfaisants pour le printemps. Mais il s'agit de commandes passées. Mais les nouvelles prises de commandes se font plus rares lorsqu'on écoute les acteurs. Et la conséquence, elle se fera ressentir sur l'activité un peu plus tard. Et donc l'emploi dans les prochains mois, sauf si la relance est efficace. Et je crois que le plan de relance, il sera réussi pour la construction si les Français en sont les acteurs. Et pour cela, je crois qu'il faut qu'on ait des ambitions qui soient lisibles, claires. Et je crois que l'accession à la propriété doit en être une. Sylvain Massonneau, est-ce que vous partagez ce point de vue? On a senti quand même, il faut être honnête, plutôt une bonne dynamique de sortie de confinement en matière commerciale. Ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, ce qu'on signe aujourd'hui, il va falloir que nos clients obtiennent un permis de construire. Et il va falloir qu'on obtienne un financement. Ça fait quand même deux zones de risque qui sont pas neutres. Aujourd'hui, l'enjeu, ça va vraiment être de sécuriser nos dossiers, de sécuriser là, les quelques mois qui arrivent, parce que je pense qu'effectivement, la tempête arrive. On se retrouve avec des soucis sur 2021 et 2022. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont occupées. Elles ont toutes joué le jeu. Demain, qu'est-ce qu'on pourra leur donner? C'est ça la vraie question. Et donc, au niveau du plan de relance, quid pour le neuf? Et le neuf, c'est 50% de l'activité de nos entreprises. Autre phénomène qui est venu se cumuler effectivement au confinement, c'est le changement de municipalité. De nouvelles équipes qui s'installent ont besoin de se positionner. Là, dans le cas qui nous occupe, souvent les équipes sont neuves en plus, sont récentes, elles n'étaient pas aux affaires avant. Elles ont besoin de trouver le temps de s'installer et tout ça, c'est de la latence. La transition numérique va bénéficier de budgets assez colossaux sur, bien entendu, un certain nombre d'items. Parmi ces items, un grand absent, c'est la dématérialisation du permis de construire. Il faut peut-être profiter de ce moment, de cette situation et du plan de relance pour revoir tout un process dans les autorisations d'urbanisme pour relancer le secteur du logement. Sur le plan de relance, il faut reconnaître qu'il y a des mesures qui vont dans le bon sens pour le bâtiment, notamment sur la rénovation énergétique. Mais je vous rejoins, il n'y a pas que des éléments financiers, il faut aussi des éléments du cadre normatif. Mais ces éléments sont insuffisants dans le plan de relance, ça manque d'ambition. Alors on a des annonces, mais on a du mal à y voir concrètement ce qui va être derrière au niveau du neuf. Alors il y a un élargissement réel du PTZ qui est attendu, non seulement aux classes moyennes, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Il y a un rétablissement de la PL accession qui faciliterait aussi le parcours résidentiel. Mais je crois surtout qu'il ne faut pas qu'on oppose l'accession à l'investissement, vous le savez mieux que moi, pour que des quartiers fonctionnent bien et qu'il y ait des cercles vertueux, il faut qu'on ait du neuf de qualité et qu'il y ait une stimulation, une émulation réciproque à offrir un meilleur logement. Sur le Pinel, on a toujours ce plafonnement à 300 000 €. Pourquoi on ne lâche pas cette limite pour 2 ans? Plafond à 300 000 et les niches fiscales, je pense qu'effectivement, il serait temps de déroger, surtout dans le cadre d'un plan de relance. Donc ça serait une très bonne idée et ça permettrait d'aller très vite vendre et produire des logements. Ensuite de ça, là où je suis par contre inquiet, c'est sur les contreparties qu'évoque Madame la Ministre. Effectivement, elle nous a dit oui, pourquoi pas, mais avec du vert en face. Et j'ai bien peur qu'on tombe dans une contrepartie verte qui soit en fait, qui coûte plus cher que l'avantage que l'on récoltera. Alors, une réaction peut-être, Jonathan Prévraud, et quelles mesures structurelles pour développer l'offre selon vous? Dans le plan de relance, il faudra faciliter l'accession à la propriété, aux primo-accédants. Il faudra faciliter l'investissement locatif. Parler aussi la simplification des processus d'autorisation des permis de construire. Et puis aussi, il va falloir communiquer. Communiquer auprès des maires, communiquer auprès de nos concitoyens du bienfait de construire des logements.
Samuel Minot, on dit que ce plan de relance, il est trop axé sur la rénovation. Cette rénovation énergétique que la FFB appelle de ses voeux depuis bon nombre d'années, il faut quand même se satisfaire qu'elle soit à nouveau inscrite, qu'elle soit à nouveau éligible à l'ensemble des déciles de revenus, qu'elle soit éligible aux investisseurs privés, qu'il soit éligible aussi aux copropriétés. Donc c'est quand même, je pense, une source de satisfaction et une vraie réussite d'un combat qu'on mène depuis pas mal d'années avec la FFB. Maintenant sur le neuf, c'est sûr que, on l'a vu, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale a dit mais le bâtiment, en fait vous avez le temps, c'est bien là où nous on doit faire notre lobbying pour dire et non, on est en train de prendre du retard par rapport à ces sujets-là. Et c'est vrai que les annonces d'Emmanuel Vargon qui annoncent un élargissement, une amélioration des dispositifs Pinel et PTZ, on peut craindre aussi qu'il y ait des contreparties importantes. Le verdissement, tu en avais parlé Sylvain, mais la fameuse ZAN, c'est un sujet aussi. On parle aussi des plafonnements de loyer, c'est un sujet qui revient encore. Donc il va falloir être très vigilant sur les batailles de fin d'année pour que cette relance ne soit pas programmée en 2022, mais bien en 2021. Comment faire en sorte que ce secteur du logement il soit moins dépendant des aides de l'État? Est-ce que l'élargissement, la prolongation que vous avez évoqué du PTZ, du Pinel, va permettre une hausse de la production très rapidement? Il faudra le vérifier. Mais je crois qu'il faut qu'on ait une approche globale, y compris des recettes fiscales et sociales que peuvent générer la construction et l'aménagement. Pour l'État, pour les collectivités locales et pour la sécurité sociale. Mais je crois surtout qu'il y a un besoin d'un aménagement du territoire. Et finalement, s'il y avait un aménagement du territoire de la part de l'État, on diminuerait les tensions sur le marché et on aurait moins besoin d'aides correctrices. Pour répondre à votre question, comment on fait pour dépendre moins demain des aides de l'État? L'APL accession est un bel exemple. À travers l'APL accession, à un moment, il y a une extinction de la charge pour l'État et on voit bien l'aspect vertueux à la fois pour les finances de l'État et pour la personne qui devient propriétaire. Donc j'espère que cette relance sera efficace, mais à travers nos débats, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail pour s'en assurer.